Il est 20 h, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du 30 novembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommet de l'actualité, 30 novembre 1989, 30 novembre 2020, cela fait exactement 31 ans que le premier président camerounais, Amadou Ahidjo, est décédé des suites d'une crise cardiaque au Sénégal, à Dakar, où il a été inhumé. À l'étranger, plus précisément en France, la proposition de loi sécurité globale soutenue par Emmanuel Macron est jugée dangereuse pour les libertés selon les citoyens, a poussé de nombreux manifestants à descendre dans les rues le week-end dernier. Dans les échauffourées qui s'en sont suivis, des policiers et gendarmes ont été blessés. Voilà pour les titres du journal, les détails dans un instant. Annoncé en date du 21 novembre 2020, l'Ordre des avocats du Cameroun est passé de la parole aux actes en commençant une grève ce lundi. Régine Dagobitek a parcouru quelques tribunaux de la ville de Douala. Reportage. Réuni le 21 novembre à Yaoundé, le Conseil de l'Ordre des avocats avait décidé d'observer 100 jours de toche et palais de justice mort jusqu'à ce que tous les avocats détenus soient libérés d'une part et d'autre part dans le but de redorer le blason de la profession d'avocat. Chose promise, chose due, le barreau des avocats du Cameroun a entamé en ce jour une grève qui s'étalera sur 5 jours pour protester contre l'ingérence des forces de l'ordre dans leur travail et contre les violations des droits de la défense. Malgré la libération de certains de leurs confrères dont Richard Tamfou et Ahmed Choumeigné, les avocats ont maintenu leur mot d'ordre de suspension du port de la robe et de boycott des tribunaux, car leur souhait est également de trouver une solution définitive aux multiples entraves à l'exercice de la profession d'avocat au Cameroun. Rappelons que c'est le 10 novembre 2020 que des avocats ont été victimes de brutalité policière lors d'un procès dans la salle d'audience de tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Sans convocation préalable ni mandat, ces avocats ont été appréhendés pour répondre à des incriminations d'outrage à magistrat, destruction et commentaires tendancieux sur une affaire en cours, puis gardés à vue du 18 au 20 novembre 2020. Selon la Fondation camerounaise des consommateurs dans un communiqué du 24 novembre, cette grève aura des conséquences d'une gravité particulière sur les délais de traitement des affaires entraînant un préjudice majeur pour les justiciables. Il ne reste qu'à espérer que le gouvernement camerounais réagisse rapidement à cette grève qui paralyse déjà le secteur de la justice. 30 novembre 1989, 30 novembre 2020, cela fait exactement 30 ans que le premier président Amadou Ahidjo est décédé des suites d'une crise cardiaque au Sénégal, à Dakar, où il a été inhumé. Qu'est-ce qui peut expliquer le non-retour de sa dépouille depuis son décès au Cameroun? Tentative de réponse avec Leslie Fumba. Si Dieu m'enlève la vie, je voudrais que mes restes soient ramenés au Cameroun, s'exprimait ainsi le président Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, dans une note adressée au président Paul Biya le 19 décembre 1985, 2 ans après son exil au Sénégal. 31 ans après son décès des suites de crise cardiaque, ce rêve tant nourri par ce digne fils du Nord Cameroun semble devenir un cauchemar pour sa famille et de nombreux Camerounais qui continuent d'espérer que les restes de cet homme qui avait tout misé sur l'unité nationale, la modernisation et le développement de son pays après sa prise de pouvoir en 1960. Accusé de tentative de coup d'État le 6 avril 1984, soit 2 ans après avoir cédé son pouvoir à son premier ministre et successeur constitutionnel, il sera condamné à mort par contumace. Si l'ancienne première dame Germaine Ahidjo estime qu'il revient au président Paul Biya d'organiser le retour au Cameroun de la dépouille de son prédécesseur, Paul Biya, sur les antennes de France 24, le 30 octobre 2007, avait martelé, je cite, « Les problèmes du rapatriement de la dépouille de l'ancien président est selon moi un problème d'ordre familial. Si la famille de mon prédécesseur décide de faire transférer les restes du président, rapatrier Amadou Ahidjo, c'est une décision qui, selon moi, dépend d'eux. Je n'ai pas d'objection ni d'observation à faire. » Fin de citation. En Afrique, ne dit-on pas que les dernières volontés d'un patriarche sont sacrées? Le rapatriement du président Amadou Ahidjo ne serait-il pas un début de solution face aux problèmes qui perdurent au Cameroun, parmi lesquels les crises dans le nord et le sud-ouest, la guerre de Boko Haram et les revendications faites par les avocats?
La Camerounaise Djaïli Amadou Amal, qui faisait partie des 4 finalistes du prix de la presse africaine en 2019, a malheureusement perdu en occupant la dernière place. Mais c'est une défaite qui traduit une victoire puisque la Camerounaise est la première femme d'Afrique subsaharienne à se hisser à ce niveau de la compétition et elle s'est également donné une visibilité mondiale pour défendre sa cause tout en honorant le drapeau vert, rouge, jaune avec son ouvrage intitulé « Les impertinentes ». La romancière explore les thèmes du mariage forcé et de la polygamie à travers les personnages de 3 femmes peules. Une manière pour cette femme mariée de force à l'âge de 17 ans de dénoncer un phénomène qui touche près de 40% des jeunes filles au Cameroun. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Koutès, a effectué ce lundi une visite des chantiers urbains dans la ville de Samélima. Ce fut également une occasion pour le MINDU de lancer officiellement la campagne nationale du concours Ville propre dans le sud du pays en prélude à la prochaine édition de la Journée mondiale de l'habitat qui se tiendra en octobre 2021 à Limbé. Le reportage de Thierry Blanchassor. En prélude à la prochaine Journée mondiale de l'habitat, édition d'octobre 2021 qui se célébrera dans la ville de Limbé et dans un contexte de préparation des grands rendez-vous sportifs internationaux que sont l'organisation du CHAN 2021 et de la CAN 2022 au Cameroun, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kétia-Koutès a présidé vendredi dernier 27 novembre à Ibolova la cérémonie de lancement officiel du concours régional Ville propre dans la région du Sud. Un concours qui mettra en compétition toutes les communes de la dite région entre elles-mêmes, puis entre les communes des autres régions du triangle national sur la base des critères spécifiques de propreté, d'hygiène, de salubrité, d'embellissement, de gestion des déchets et de mobilisation citoyenne des populations locales, entre autres. En présence du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngélengélé, du préfet du département de l'Anvila, du maire de la ville d'Ebolova et des maires des communes d'arrondissement, Célestine Kétia-Koutès a présenté les enjeux et les opportunités de ce concours, à la fois pour la transformation des comportements des populations et pour le développement durable du Cameroun, en adéquation avec les objectifs de développement durable signés par le président de la République, son Excellence Paul Biya. À travers son passage dans la cité capitale de la région du Sud, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en a profité pour effectuer un tour de ville afin d'apprécier de visu le niveau de propreté et d'embellissement de certains axes principaux et secondaires, tels que les voies contournant le lac municipal, l'hôpital régional, le centre administratif et le marché central, avec un point d'arrêt sur le pont sur la rivière Mbongo. La ministre était également dans le Dja et Lobo où elle a visité la voirie urbaine de Samélima. Elle y a touché du doigt les chantiers routiers en cours avant d'également lancer officiellement la campagne nationale concours Ville propre dans la région du Sud. Accompagné pour la circonstance du préfet du Dja et Lobo, David Koulbout Aman, et du maire de la commune de Samélima, Jean-Faustin Bekono, Célestine Kétia-Koutès a appelé à une mobilisation citoyenne des populations locales aux côtés de l'exécutif communal en place afin que ces projets de développement urbain transforment véritablement la physionomie de la cité capitale du département du Dja et Lobo. Je me réjouis de ce que les chantiers engagés ici à Samélima ont été bien faits. Cependant, ceux qui sont encore en cours méritent d'être adressés très rapidement, notamment les voies jugées prioritaires par le maire de Samélima et bien sûr les voies que nous avons visitées qui font partir de la phase 2 du marché d'Arabes contractants. Donc nous sommes venus constater de nous-mêmes ce qui a été fait par rapport au marché de 2019 et 2020, voir ce qui reste à faire et surtout sensibiliser les populations autour des questions d'hygiène et salubrité à l'heure où le chef de l'État appelle toutes les villes camerounaises à se revêtir de leur plus belle tenue pour accueillir le CHAN et la CAN.
C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que l'école technique d'agriculture de Dibombari dans le département du Mungo recevait pour sa première fois le ministre en charge de l'agriculture. Gabriel Bayrbo a répondu présent vendredi dernier à l'école technique d'agriculture afin de toucher du doigt les réalités des apprenants et des formateurs. Régine Dagobitek pour le reportage. C'est dans l'après-midi de vendredi dernier que la commune de Dibombari, plus précisément l'école technique d'agriculture, recevait le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrbo, et toute sa grande délégation. Un accueil chaleureux lui était réservé par la population de la commune. Élèves et formateurs de l'établissement étaient comptés parmi les élites le gouverneur de la région du littoral, le préfet du département du Mungo, le sous-préfet de l'arrondissement de Dibombari, le maire de la commune de Dibombari, le sénateurs de la région du littoral, les délégués régionaux et départementaux, les autorités politiques traditionnelles et religieuses. Il était question pour le ministre d'effectuer en ce jour du 27 novembre 2020 une visite de travail afin de toucher du doigt les difficultés rencontrées par l'établissement ainsi que les efforts fournis. Le maire de Dibombari a souhaité la bienvenue au ministre et à toute l'assistance. Il n'a d'ailleurs pas manqué de soulever quelques manquements détectés. Monsieur le ministre, au nom de la population de Dibombari, je vous souhaite la bienvenue et un heureux séjour parmi nous. En effet, le Mungo étant le grenier du Cameroun, Dibombari constitue l'une des mamelles nourricières du pays et avec cette école vieille de 36 ans qui a formé un bon nombre de citoyens, je peux dire en toute fierté que Dibombari reçoit ce jour un invité de marque déposé. Ce fut ensuite au tour du directeur de l'école technique d'agriculture, M. Mbokkat Jacques Le Riche, de prendre la parole. Il a également souhaité la bienvenue aux différents invités, en particulier au ministre. Il a exprimé sa joie et sa reconnaissance avant de présenter l'établissement en question. Monsieur le directeur ne s'est pas fait prier pour terminer son discours en évoquant le point capital de cette rencontre, soit la nécessité d'un certain nombre d'appuis supplémentaires. De bénéficier des appuis financiers et non financiers de qualité offert par ses partenaires. Nous en disons merci encore, monsieur le ministre. Pour arriver à pérenniser les multiples acquis de la innovation portée par le gouvernement au travers du programme FOP et des partenaires subventionnés mis en œuvre au niveau de l'école ces derniers temps, nous pensons qu'il serait nécessaire qu'un certain nombre d'appuis supplémentaires sont mis à la disposition de notre structure de formation. Monsieur le ministre, on dit souvent que celui qui dit merci demande encore. Nous reconnaissons que vous avez beaucoup donné et nous pensons que vous êtes capable de demander encore. Comme tous l'attendaient, le ministre de l'Agriculture fut la dernière personne à prendre la parole. Remerciant au préalable les élites et autres membres présents, il s'est également chargé de rassurer tout un chacun que la commune de Dibombari n'est guère oubliée par le MINADER et les différents projets du ministère vis-à-vis de l'établissement. C'est pour cela que le Cameroun, depuis les années 70, a développé une ambitieuse politique de formation professionnelle agricole et rurale afin de former des techniciens dont les pouvoirs publics avaient besoin pour assurer le développement du secteur rural et former des producteurs aux techniques modernes de production dont la mise au point était confiée à la recherche. Cette politique avait pour finalité l'accroissement de la production agricole. Ceci étant dit, la cérémonie s'est poursuivie par la remise des cadeaux du ministre, un ensemble constitué de brouettes, pulvérisateurs, pousses et bien d'autres. La rencontre s'est achevée en milieu d'après-midi avec une visite guidée du site. En passant par les productions, les bananeraies, la ferme et la porcherie, le ministre n'a pas manqué de questionner les apprenants sur leurs différents modes de fonctionnement. Puis vint le moment des photos souvenirs avec le ministre afin d'immortaliser cette journée spéciale qui a marqué le passage de M. Gabriel Bayrbo à l'école technique d'agriculture de Dibombari. Plusieurs tables bancs et matériel didactique ont été offerts vendredi dernier par le comité de développement de Bankim, en abrégé CODEBA,
au lycée bilingue de Bankim dans la région de l'Adamawa. C'était au cours d'une cérémonie en présence des élites et les autorités administratives locales. Reportage. C'est avec joie que le proviseur du lycée bilingue de Bankim reçoit ses dons entre les mains des membres du comité de développement de Bankim, en abrégé CODEBA. Nous sommes ici dans l'arrondissement de Bankim, région de l'Adamawa. Du fait de sa proximité avec la région du Nord-Ouest, cette localité a accueilli sur son sol des milliers de déplacés internes à cause des attaques terroristes, parmi lesquels les élèves. L'insuffisance des tables bancs, le sureffectif des élèves et le non-respect de la distanciation sociale sont entre autres les problèmes auxquels le proviseur de ce lycée est confronté. Nord-Ouest et Sud-Ouest, nous avons reçu des enfants venant de ces deux régions-là. Donc les problèmes que nous avions déjà se sont multipliés, problèmes de salle de classe, problèmes de table banc. Et voilà, le comité de développement nous a apporté un début de solution. Par ailleurs, les élites locales réunies au sein du CODEBA, conscients de la faiblesse structurelle que présente l'école, ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. 50 tables bancs et divers matériels didactiques ont été offerts par le CODEBA, représenté par son président Raphaël Hamandam, pour contribuer au bien-être de la population et de favoriser l'éducation des jeunes de cette localité. Ce geste qui est constitué de 50 tables bancs et du matériel didactique est le fruit de l'effort collectif des filles et fils de l'arrondissement de Bankim. Nous allons accompagner le lycée de Bankim qui œuvre pour le bien-être éducatif de nos enfants. Le proviseur, tout ému, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude et les élèves, quant à eux satisfaits, souhaitent que de telles initiatives soient répétées. C'est un espoir parce que voyez-vous, depuis 5 ans que je suis là, je n'ai jamais reçu pareille visite du comité de développement. Je suis convaincu que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au lycée bilingue de Bankim. Si certains pouvaient aussi faire comme eux, nous serons ravis parce que la Covid-19 a fait en sorte que nous ne fassions plus tout comme auparavant. Ce fut une cérémonie riche en sons et en couleurs. La mort a encore frappé au sein de la chambre basse du Parlement. Étienne Tamara, député suppléant du président de l'Assemblée nationale, Kavayegue Djibril, est décédé le 28 novembre 2020 à Tokombéré, l'un des 3 arrondissements de Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Les causes de son décès n'ont pas été révélées. Il est important de souligner que le défunt était le suppléant du patron de l'Assemblée nationale depuis plus de 20 ans. Cette nouvelle tombe alors que les députés sont actuellement réunis à Yaoundé dans le cadre de la dernière session parlementaire ordinaire de l'année 2020 consacrée à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2021. Les Lions indomptables du Cameroun passent de la 53e à la 50e position du classement mondial FIFA sur le plan africain. L'équipe du capitaine Vincent Aboubakar est classée 7e derrière le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. La FIFA au classement général des meilleures nations, le trio de tête reste contrôlé par la Belgique, suivi de la France et du Brésil. Toutefois, la FIFA précise que les Diables Rouges de Belgique ont légèrement augmenté leur avance sur les Bleus, 27 points contre 13 en octobre dernier. En France, la proposition de loi sécurité globale soutenue par Emmanuel Macron est jugée dangereuse pour les libertés selon les citoyens, a poussé de nombreux manifestants à descendre dans les rues le week-end dernier. Dans les échauffourées qui s'en ont suivi, des policiers et gendarmes ont été blessés. Et du côté du Nigeria, une attaque de Boko Haram a fait près de 110 morts dans les rizières dans l'état de Borno. Cette tuerie a plongé le pays dans le deuil. Thierry Blanchassois prévient sur cette actualité. C'est un week-end de deuil que les Nigérians ont passé. La secte islamiste Boko Haram, qui sévit dans le pays depuis près de 12 ans déjà, a attaqué des agriculteurs dans une rizière située non loin de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno au Nigeria.
C'est près de 43 agriculteurs qui ont été retrouvés ligotés et égorgés dans les plantations samedi, d'autres corps se trouvant dans la brousse, ce qui fait passer le bilan de cette tuerie à 110. Des blessés graves ont également été retrouvés. Dans un communiqué rendu public samedi soir, Muhammadu Buhari, président du Nigeria, a condamné le meurtre de ces agriculteurs dévoués à leur travail par des terroristes. Il a également indiqué que le pays entier était blessé par ces assassinats insensés. D'après Aboubakar Maïna, président de l'association des riziculteurs, c'est le plus gros défi auquel ils ont été confrontés depuis leur arrivée dans cette partie du pays, ce qui est pour eux une calamité et une situation effrayante. En France, une soixantaine de policiers et gendarmes ont été blessés samedi lors des manifestations contre la proposition de loi sécurité globale, selon un bilan du ministère de l'Intérieur. Dans plusieurs villes françaises, les manifestants sont descendus nombreux pour dénoncer le texte en l'état et appeler à son retrait pur et simple. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers tabassés par des manifestants. Ce projet de loi vise à entraver la liberté d'informer, selon ses détracteurs, et la forte mobilisation contre est intervenue après 2 scandales de violence policière en quelques jours qui ont porté le sujet à ébullition et contraint le président Emmanuel Macron à s'impliquer dans le dossier. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir.